Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans l'attente de la proclamation officielle des résultats pour les sénatoriales 2018, la région de l'Ouest pourrait basculer au sein du pouvoir. Jusqu'ici, les 7 sièges de sénateurs étaient réservés au SDF. Selon le dépouillement des résultats au soir du 25 mars 2018, le SDF, l'UDC, l'UMS et l'UNDP subissent le diktat du RDPC en attendant la proclamation officielle des résultats de ces sénatoriales 2018. Des précisions avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Au terme des résultats provisoires du dépouillement des 10 bureaux de vote de l'Ouest, le Social Democratic Front de Nidjon Foudi et l'Union démocratique du Cameroun d'Adamoun Dabdjoya n'ont pu remporter ce deuxième scrutin des consultations sénatoriales de la région. Associée à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP, l'Union des mouvements socialistes UMS, ces 4 partis de l'opposition totalisent moins de 300 voix contre plus de 800 pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ainsi, dans les départements de Bambutos et des Hauts-Plateaux, SDF, UNDP, UMS et UDC s'en tirent avec 0 voix. Le RDPC totalisant 336 suffrages exprimés. Dans la mine noire, le Konki et le Ndé, SDF, UMS, 1 voix chacun. Le RDPC raflant 180 suffrages exprimés. Dans le Romcam, l'UMS de Pierre Kouemo obtient 25 voix contre 138 pour le RDPC. UDC et SDF, 1 voix chacun. Dans ce scrutin, la plus grosse surprise vient de la MIFI. Aux 4 conseillers SDF ont offert leur voix au RDPC. Scénario similaire inattendu dans le Noun. Au finish, le bon perdant de ces sénatoriales, c'est l'UNDP. Sans conseiller municipal, le parti de Bello Bouba n'a pu arracher la sympathie du moindre électeur. 0 voix dans toute la région. Si le Conseil constitutionnel entérine ces résultats provisoires, la liste RDPC que conduit l'homme d'affaires Sylvestre Ngouchingué sera proclamée élue. Les 7 sénateurs RDPC et leurs suppléants succédant ainsi à leurs homologues du SDF qui étaient plébiscités aux premières sénatoriales de 2013. Au-delà du taux de participation élevé pour ces sénatoriales, Elecam s'est montré vague sur la date de publication de ces résultats officiels de ce scrutin, se limitant à invoquer les délais prévus dans le code électoral. Joël Essenge et Gizogo. Après le vote, place nette est faite aux chiffres relatifs au sénatorial 2018. C'est le directeur général de l'ECAM qui s'est chargé de cette mission au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Selon Abdoulaye Babale, sur 10 105 électeurs inscrits, un peu moins d'entre eux ont pris part au scrutin. 9 305 conseillers municipaux, membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs, ont déposé un bulletin dans l'urne. Il ajoute que le taux de participation se situe au-delà de 90%. Nous avons donc dégagé un taux de participation de 92%. Il y a eu 800 abstentions. Le taux d'abstention est de 7,95%. S'agissant des délais de proclamation des résultats, le directeur général de l'ECAM les situe à 15 jours conformément à la loi. Il y aura possibilité au cours de la réunion de la Commission nationale de recensement général de vote de dégager des cas qui sont susceptibles d'engager de recours, c'est-à-dire le contentieux électoral. Mais dans un délai de 15 jours, le Conseil constitutionnel est tenu de publier les résultats de l'élection des sénateurs qui s'est tenue ce jour. Sur cette même question des résultats, le porte-voix de l'ECAM explique par ailleurs que cet organisme ne peut publier les tendances d'après les prescriptions légales. Si des incidents ont été enregistrés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le directeur général de l'ECAM soutient que le vote s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu au cours de cette journée quelques inquiétudes au début des opérations, notamment dans la région du Sud-Ouest,
et un cas qui nous avait été signalé dans la région du Nord-Ouest. Ceci n'a pas empêché les électeurs de remplir leur devoir civique. Des chiffres et des données qui seront certainement confrontés à ceux des partis politiques et des observateurs électoraux. Durant ce scrutin, la forte présence des autorités administratives et la prise de position ont sémé la confusion dans l'esprit des Camerounais, alors que Elekam est chargé de conduire le processus électoral et d'organiser les élections au Cameroun. Le nouveau ministre de l'administration territoriale s'est présenté comme le ministre en charge des questions électorales au Cameroun, de quoi susciter des questions sur le rôle trouble du gouvernement dans le processus électoral censé être conduit de façon indépendante par l'instance électorale du Cameroun. Évocation avec Éric Martial Ndiomo. La sortie de Paul Atangandi au soir du 25 mars a le mérite de susciter de nombreuses interrogations tant sur la forme que dans le contenu. D'abord sur la forme, le ministre de l'administration territoriale semble se défaire des usages qui voulaient que jusque-là ces types de communication soient gérés par le ministre de la communication. La méthode Atangandi est donc bien en marche. Ensuite, dans le fond, le MINAT commence par une déclaration qui fait polémique. En ma qualité de ministre en charge des questions électorales au sein du gouvernement. Ceci a le mérite de donner la sensation à un retour aux années au cours desquelles les questions électorales incombaient à l'administration territoriale. Or, la donne a bien évolué. Cette sortie aura donc mis Elekam sous éteignoir pour la première élection parmi les multiples de l'année 2018. Plus encore, l'omniprésence des gouverneurs, préfets, sous-préfets et cadres de l'administration autour de l'organisation, de la supervision et du contrôle de cette élection n'est pas passé inaperçu. Est-ce un signal fort et de force pour les prochaines élections? Certains hommes politiques s'interrogent. Enfin, dans le contenu, Paul Atangandi se veut élogieux sur le déroulement du scrutin. Le scrutin s'est effectivement tenu dans tous les chefs-lieux de nos 58 départements. D'une manière générale, le scrutin s'est déroulé dans l'ordre, le calme et la sérénité telle que prescrit par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Un discours qui contraste avec la réalité sur le terrain. Il fait fi des tensions et abstentions dans certaines régions et surtout du cas d'une caméra débusquée dans un bureau de vote du Nord-Ouest et dont a parlé Adolphe Lélé-L'Afrique. Nous avons cependant constaté un incident ici à Bengui où on a découvert un dispositif dans le bureau de vote. Au finish, il s'est agi d'une communication qui n'a pas enseigné grand-chose, mais qui avait, a posteriori, d'autres visées. L'instance électorale Elekam a-t-elle vraiment eu les mains libres pour organiser ce scrutin? Certes, la disposition légale confère à Elekam le pouvoir de conduire le processus électoral, mais l'omniprésence des autorités administratives et leur prise de position, vous l'avez vu, sème la confusion dans l'esprit des Camerounais. S'agit-il des interférences politico-administratives? Certains analystes soutiennent cette thèse, évoquant la mainmise du gouvernement pour contrôler le processus électoral au Cameroun. Joël Sengue et Ike Cyril. Peu après la fermeture des bureaux de vote, le ministre de l'administration territoriale s'est exprimé sur le déroulement des élections sénatoriales au Cameroun. Mais avant lui et pendant le scrutin, les gouverneurs, préfets et sous-préfets dans plusieurs localités ont sillonné les bureaux de vote et se sont également exprimés sur le déroulement du scrutin. Pour Dr Ile Kamga, spécialiste des questions électorales, c'est clair que le gouvernement veut faire main basse sur le processus électoral. Elle permet aujourd'hui de comprendre jusqu'à quel niveau le peuple camerounais a été trompé. Parce que le MINAT, en la réalité, est-ce qu'il est jamais sorti des élections? Il est sorti par l'appellation, mais il est toujours resté dans les élections de manière fondamentale. L'erreur que M. Biya peut-être avait commis en installant Elekam à la présidence de l'Ekam, peut-être quelqu'un qui ne venait pas de l'administration, il a rapidement corrigé. Parce que quand on a vu qu'il y avait des scènes de liberté de la part de M. Fonkamazou, on a dit non, c'est pas comme ça que ça a été conçu. Il fallait que le MINAT reste. Et c'est pour ça qu'on a pris un haut fonctionnaire du MINAT pour mettre à la tête de l'élection de Cameroun, avec un autre cacique qu'on appelle M. Babalé. Donc ce duo-là
rappelle à suffisance que l'administration publique pro-RDPC reprend de manière globale le contrôle des élections. Il est du devoir de l'État d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais Hilaire Kamga pense que les pouvoirs publics ont outrepassé leur mission en allant jusqu'à se prononcer sur le déroulement des élections. Vous croyez que ce rôle-là leur permet d'être les communicants publics le jour de l'élection où on a besoin de savoir un peu que l'administration est hors du jeu électoral? Vous pensez vraiment que c'est de ça qui est la question? Vous pensez que les responsables d'élections de Cameroun n'étaient pas plus à même de pouvoir communiquer sur ce qui se déroulait? Pour conclure, le spécialiste des questions électorales affirme que la présence de l'autorité administrative sur le théâtre des opérations le jour du scrutin trahit sa volonté de verrouiller le processus. Il revient à l'organisateur d'une part et au contrôleur et au superviseur d'autre part de nous dire de quoi il est question. Surtout pas aux préfets, sous-préfets et autres gouverneurs qui ont un autre rôle à jouer mais qui n'ont pas à communiquer. Il n'y a pas d'angle par lequel on pourrait me justifier cette super présence, cette trop grosse présence de l'autorité administrative dans le chantier de l'élection aujourd'hui, surtout pour les élections sénatoriales. La loi confère à Elections Cameroun le pouvoir d'organiser et de conduire le processus électoral au Cameroun. Dr Hilaire Kamga, spécialiste des questions électorales, considère la présence sur le terrain et les prises de parole de l'autorité administrative sur le déroulement des élections comme une ingérence inacceptable. Pour commenter ce dossier politique, je reçois sur ce plateau Cyril Sambaka. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président national de l'UDC, candidat sénatorial dans la région du littoral. Vous venez de suivre cette réaction du docteur Hilaire Kamga sur la présence importante des autorités administratives durant le scrutin. Vous qui étiez sur le terrain durant les 2 semaines des campagnes et le jour du scrutin, comment appréciez-vous le déploiement des autorités administratives pour s'assurer du bon déroulement de ces élections sénatoriales? En réalité, les autorités administratives devaient veiller, n'est-ce pas, à ce que s'il y a des incidents, c'était à eux d'assurer la sécurité. Mais comme Hilaire Kamga venait de le dire, la présence était manifeste. Et non seulement cela, ils étaient en compagnie des ministres, des directeurs généraux, des hauts fonctionnaires. Ils étaient dans les cours où se déroulaient les élections. C'était, ma foi, une histoire terrible. Est-ce que leur attitude était de nature à pouvoir influencer, troubler ou visait à avoir un contrôle ou un droit de regard sur ces élections-là? Cédric, quand on se rend compte dans des bureaux de vote qu'il y a des gens qui y entrent en tremblant, ça vous dit quelque chose. Et quand les résultats des urnes arrivent, vous voyez le score. Vous comprenez que c'était la méthode soviétique. C'est pour cette raison qu'il fallait aller à ces élections. De quelle méthode soviétique parlez-vous concrètement? Je veux dire qu'il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces puisque quand on va aux élections, on va pour expliquer son programme aux conseillers municipaux et il y a une adhésion. Quand il y a une adhésion, vous le savez. Mais quand des conseillers municipaux vous disent que c'est très grave, il n'y a rien à faire, on est saucissonné. Vous comprenez tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe. Pensez-vous que ces conseillers municipaux pouvaient s'écarter de la consigne de leur formation politique relative à cette élection sénatoriale? Mais tout à fait. Nous étions en campagne. Tout à fait. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle cela s'est passé comme ça. C'est-à-dire que la méthode soviétique a été utilisée. Il fallait aller manu militari. La réaction après les élections, c'est quoi? C'est que les conseillers municipaux n'ont rien fêté. Ce sont les élites qui ont fêté. Parce que c'est eux qui ont gagné sur la procédure qu'ils ont mis en place pour avoir ce nombre de voix. Les conseillers municipaux ne se sont pas exprimés en toute conscience. C'est-à-dire qu'ils ont été poussés, je parle du littoral, je parle du littoral parce qu'à l'ouest c'était l'argent. Mais dans le littoral, je vous dis, ils ont caressé les partis politiques de l'opposition qui n'étaient pas en course. C'est la raison pour laquelle vous verrez, certains qui ont été corrects ont voté le bulletin blanc,
n'est-ce pas? Ils ont voté bulletin blanc et d'autres ont voté pour le parti au pouvoir, ce qui n'exclut pas que l'UDC que je représentais a eu des voix en dehors des conseillers municipaux de l'UDC. Seulement, c'était infime parce que c'était des courageux qui l'ont fait. Mais quand vous regardez les résultats, vous comprenez que l'opposition camerounaise a un problème. Et quel problème il s'agit? Au regard du déroulement de ce scrutin, on a suivi le directeur général des élections estimé que dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé, en dehors de quelques incidents signalés dans certaines régions anglophones. Alors vous, au regard de ce que vous êtes en train de décrier, est-ce que l'UDC espère entrer au Sénat? Alors là, votre question, je ne la comprends pas très bien parce qu'on attend les résultats encore définitifs. Nous ne l'avons pas tout de suite. Hein, mais ce que je dis, c'est que quand vous allez aux élections, c'est dans l'espoir d'entrer au Sénat parce que vous avez quelque chose à apporter. Si vous avez un programme, vous le mettez sur la table et vous allez aux élections. Ce que je regrette, c'est que les électeurs n'ont pas été libres dans leur choix. Et je vous dis, l'exemple même, c'est dans le Vouri, dans la Sanaga maritime, dans l'Oncam, où ils sont allés dans l'Oncam, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Donc ils sont allés manu militari pour aller voter, tout en tremblant, je vous le dis. Donc, à partir de ce moment, c'est ce qu'ils ont appelé la discipline du parti. La discipline du parti, comment se traduit-elle? C'est ça la question. Mais les résultats sont là, les élites ont fêté et les conseillers municipaux sont rentrés la tête basse. Justement, à quoi est-ce que vous pourriez vous attendre lors de, bien sûr, la proclamation des résultats? Vous savez que le code électoral prévoit 2 semaines d'attente et qui doivent être publiés, ces résultats, par le Conseil constitutionnel. Ce délai, au regard du nombre de votants, qui est moins de 10 000, et qu'il faut attendre 2 semaines, est-ce que vous êtes favorable à ce type de système? Non, mais c'est une curiosité camerounaise. Quand tout le pays doit voter, ça prend du temps. Quand quelques personnes doivent voter, ça prend du temps. Mais les élections sénatoriales n'ont même pas traîné jusqu'à midi. En principe, à midi, c'était déjà pratiquement terminé partout. Donc ça a été prolongé, là où il y avait quelques conseillers qui n'est-ce pas, ne venaient pas voter. Vous savez que le vote du conseil, c'est obligatoire. Donc on est obligé d'attendre jusqu'au dernier. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est pour cette raison que dans certains bureaux de vote, on a dû attendre jusqu'à 18 h. Mais en réalité, ma foi, je pense que on devrait annoncer les résultats. Ce folklore-là et tout ça, moi je pense que ça n'a pas lieu d'être parce que dès aujourd'hui, tout devait être bouclé. Je ne vois pas, si on n'a pas pu boucler ces quelques conseillers, ces 81 bureaux de vote à travers le territoire camerounais, ça veut tout simplement dire que la loi a prévu de proroger parce que si, dans le cas où ça ne marche pas, il faut qu'on puisse trouver des moyens pour renverser la vapeur. Moi, c'est ce que je me dis. Sinon, les résultats devaient être prononcés aujourd'hui même. Le Conseil constitutionnel va proclamer ses tout premiers résultats dans l'histoire de cette institution. Est-ce que vous avez des attentes particulières sur le rôle que cette instance doit jouer dans le recensement, le contrôle, les vérifications des différents suffrages exprimés? Je pense que la technique que le parti au pouvoir a utilisée, ils ont pris le soin quand même, n'est-ce pas, de faire en sorte que les contentieux soient impossibles. Bon, on peut avoir quelques contentieux, comme à l'ouest où il y a eu à Tchang. Vous comprenez, jusqu'à présent, je n'ai pas eu le bureau B, parce que le bureau B avait des problèmes. Donc, en dehors de ça, je pense qu'ils ont pris soin de tout faire pour embrigader d'abord les électeurs et ensuite faire en sorte que ça puisse passer. Donc, nous pensons, franchement, que le Conseil constitutionnel n'aura pas grand-chose à faire, mais néanmoins, ce qu'on doit reconnaître, c'est que ces élections ont permis au Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, de siéger, et chaque Camerounais peut apprécier aujourd'hui. Je dis ça par rapport aux jeunes qui arrivent et qui pensent que l'élection sénatoriale, c'était rien du tout. Mais l'élection sénatoriale, c'est quelque chose d'important pour un pays comme le Cameroun, qui a diverses ethnies, etc., etc. Donc, je pense que ça aussi, ça permet d'analyser et de savoir ce à quoi il faut s'attendre. Parce que quand on arrive en politique, il faut avoir des expériences.
Et ça, c'est une expérience première du Conseil constitutionnel. Donc, tout homme qui est parti à ces élections, tout parti qui a participé, sait à quoi s'attendre, apprécie de différentes façons. Mais quand on est absent en politique, vous voyez, là, le sénatorial, on prédisait que le RDPC allait rafler, mais nous nous sommes rendus compte pendant la campagne électorale que le RDPC comptait plutôt sanctionner. Bon, quelque chose s'est passé, le RDPC a pu gagner, et c'est la raison principale, comme je vous disais dès le départ, que si vous observez bien, les conseillers municipaux sont rentrés chez eux. Ce sont les élites qui ont fêté. Parce que la stratégie qu'ils ont mis en place a fonctionné. Merci Cyril Sambaka. Je rappelle que vous êtes vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun. Allons tout de suite à Fumban, où la mairie a été victime d'un cambriolage. Près de 2 millions de francs CFA en espèces ont été emportés et plus de 20 millions de timbres. Un gardien en faction a même failli être tué en s'opposant aux brigands. Le récit est fait avec Mama Soufor, Dalaskana et Jean-Paul Chouniat. Au loin, tout paraît calme à la mairie de Fumban. Pourtant, des malfrats y ont semé la pagaille toute la nuit, vandalisant un par un les différents bureaux de recouvrement et recettes à la recherche d'argent et autres valeurs. Le spectacle se déroule à moins de 300 mètres du commissariat de sécurité publique. Ils ont demandé je veux la mort ou la vie. Comme je ne pouvais pas faire bras de fer et que je n'avais aucun élément qui pouvait me servir de défense, j'ai préféré me rendre librement. Une fois le tour du propriétaire achevé, les bourreaux remercient leur guide gardien, lui assénant coups et blessures mortelles. L'autre a levé son arrache pour me casser le front. L'autre, je ne sais où, c'était toujours avec quel me percer. Au-delà d'énormes dégâts matériels et la paperasse saccagée pêle-mêle, les bandits emportent un butin constitué d'importants stocks de timbres et de l'argent en espèces. Selon les déclarations de Madame le receveur, il y a des timbres de 20 millions qui ont été apportés dans le portefeuille. Chez le caissier, il y avait un pagateur de 100 timbres. En timbres et en espèces qui ont été aussi apportés. Pour l'instant, les malfrats courent encore dans la nature. Seule l'enquête de police en cours pourrait élucider les circonstances et les vrais mobiles de ce cambriolage à la mairie de Fumban. La chute d'un poteau électrique donne des sueurs froides aux populations résidentes à Bafan. Depuis de nombreuses semaines, elles ont tenté de joindre en vain l'entreprise en charge de l'électricité pour l'interpeller sur les risques élevés de dangers qui guettent ces populations. Rien n'a changé sur le terrain. Reportage Andine Gagnou et Auréole Tchoumi. Côtoyé au quotidien à Bafan, sur le principal axe de la ville, un poteau électrique donne des sueurs froides aux populations. Nous avons les enfants. Quand les enfants parlent, le cœur tape. Actuellement, si c'est blessé là, c'est mauvais. Quand tu regardes là, on a peur. Ce n'est pas parce qu'on a, c'est devant nous, c'est devant un lasso principal. Les faits remontent au 8 mars 2018. Les riverains arguent qu'ils ont alerté l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, mais la réponse est toute curieuse. Nous sommes systématiquement surpris quand nous partons à la semaine, nous demandent de cotiser 10 000, on ignore quoi le Cameroun. Quand on va cotiser 10 000 pour venir leur voir devant, alors que nous poussons tous les contrôleurs, nous payons nos cautions tous les jours. Et ça nous surprend même. Est-ce que nous avons décidé que nous ne pouvons pas cotiser ces 10 000 là pour les donner? Parce qu'on ne sait pas dans quel cas ça doit entrer. Pour la solaire, les parties viennent nous payer nos factures. Et quand les parties viennent nous payer nos factures, on va encore nous demander de cotiser peut-être 10 000 pour partir avoir la solaire. Parce que c'est ça, c'est l'état d'urgence. Quand un côté électrique tombe à cette situation-ci, l'État doit vraiment s'engager rapidement à le faire. Ça nous couche et ça nous met en problème. Les automobilistes déplorent l'inaction et tentent au quotidien des manœuvres incertaines pour échapper à la mort. Un accident ici là dernièrement parce que c'est en plein carrefour. La voiture qui passe direct, la voiture qui entre, il faut que la voiture serre par ici. Donc là, il a fallu poser l'accident dernièrement, ça ne fait pas 4 jours ici là. Un poteau électrique alimenté, au fil, blessés et scotchés, les usagers qui pour certains ont déjà fait les frais de cette étrange promiscuité. Bafan reste en état d'alerte. Avec les premières pluies qui s'abattent sur la ville, on est bien proche d'un drame national.
Nous sommes en pleine semaine sainte destinée à commémorer la passion du Christ et des chrétiens sont appelés à multiplier les prières, à faire preuve de pénitence et de partage durant cette semaine jusqu'à la célébration de la fête de Pâques. François Dikoumé et Julingue Nyondé. Des chants de louanges, prières et de pénitence en cette semaine sainte à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Présentée comme l'un des moments les plus importants dans la vie d'un chrétien, la semaine sainte va du dimanche des rameaux à la veillée pascale. Il sera alors question de commémorer la résurrection du Christ. La célébration de la semaine sainte dans l'église est effectivement le parcours qui permet à toute la communauté chrétienne d'église universelle de célébrer la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour de cette semaine, surtout les 3 derniers, a une coloration particulière. Des activités sont organisées à cet effet par le clergé afin d'accompagner les chrétiens dans leur vie spirituelle. Le cœur même de la semaine sainte, c'est le Triduum pascal. Le jeudi, nous avons la célébration ici à la cathédrale de la messe chrismale. Et vendredi, nous avons le grand chemin de croix. Nous invitons les chrétiens à faire des exercices spirituels du temps de carême. Les exercices spirituels portent sur le jeûne, la prière et le partage. Pour les chrétiens, c'est un moment éprouvant. Ces derniers disent partager la souffrance du Christ, mort pour leurs péchés. Et ce n'est pas du tout évident. Il faut beaucoup prier, demander surtout l'aide du Seigneur, de son esprit, pour pouvoir se détacher donc de ces ténèbres. Et je crois que c'est une semaine qui est enrichissante pour tout le monde, parce qu'en fait, on devrait faire des efforts pour prendre cette semaine pour pouvoir célébrer la Pâque. La semaine sainte représente pour moi un moment tellement sacré, parce que le Christ a donné sa vie pour nous afin que vraiment nous serons libérés. La semaine sainte va du dimanche 25 mars et se termine le 31 mars 2018, jour de Pâques. Ce sera alors la célébration de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Toujours dans ce chapitre religion, un nouveau nonce apostolique annoncé au Cameroun, Monseigneur Julio Moura, qui doit représenter le Saint-Siège dans un pays où l'Église catholique s'estime persécutée en raison des décès mystérieux des évêques, mais aussi des attaques perpétrées contre les œuvres de l'Église dans les régions anglophones. Des précisions avec Flavien Valondongo dans ce reportage. Monseigneur Julio Mourad, 57 ans sonné, nommé nonce apostolique au Cameroun au terme d'un acte publié samedi dernier par le pape François, est de nationalité turque. Il remplace à ce poste Monseigneur Piero Piopo, affecté en Indonésie il y a environ 1 an. Après le Malawi et la Zambie, qui sont des récents pays pour lesquels il a travaillé, le nouvel ambassadeur du Vatican au Cameroun arrive dans un contexte marqué par l'assassinat de l'ancien évêque de Bafia, Monseigneur Benoît Bala, et dont les circonstances de sa mort ne sont pas jusqu'ici élucidées. Bien plus, l'Église catholique est attaquée dans les régions anglophones, à raison des prises de position des évêques sur la crise qui secoue ces parties du pays. Titulaire d'un doctorat en droit canonique, le nonce apostolique pour le Cameroun, tel que précisé dans le courrier signé du pape François, est un diplomate qui a pour mission, entre autres, d'assurer les bonnes relations entre le Cameroun et le Vatican. Il a le droit de regard sur le fonctionnement de l'Église catholique romaine au Cameroun, étant donné que c'est par lui que passent toutes les grandes décisions venues du Vatican pour l'Église locale. Monseigneur Julio Mourad, qui est accueilli au Cameroun par des fidèles et à la veille de la célébration de la Pâque, s'exprime en français, en anglais, en allemand, en grec et en turc. Le président de la République du Cameroun est de retour au pays après sa visite d'État en Chine durant la semaine dernière. Paul Biya y a obtenu des accords de coopération économique et technique avec la Chine. Le président de la République, son épouse et sa suite présidentielle ont regagné le pays dans l'après-midi. Des publi-reportages dans ce journal. Il s'agit de l'entreprise, la fondation Kaji de Futso
et l'Union camerounaise de brasserie qui soutient des initiatives des femmes visant à leur permettre d'avoir des outils nécessaires pour mettre en œuvre des projets générateurs de revenus. Reportage. Je suis Ngwaka Sipora Béatrice. Je fais partie de la première cohorte des bénéficiaires de UCB International Women's Scholarships. It's quite delicate to say it is not something for the women, but at this point and at this time, the women have to go into the field where they were not expected to go because the population of the world is increasing and the women are increasing too. So if we have to teach our children how to go about it, then we have to know it. Intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour le développement durable, c'est le thème qui a marqué la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Hommage à cette célébration et surtout soucieuse de contribuer à l'émancipation des femmes au Cameroun et encore plus de démontrer sa solidarité en leur faveur, la Fondation Fouatoula Kajide Fosso, en partenariat avec l'Union camerounaise de brasserie UCB, a lancé depuis le 23 février un concours offrant aux femmes la possibilité de gagner des bourses de formation professionnelle. UCB and the Kaji Foundation is giving an opportunity for you to realize our dreams. One of which I've realized, so I think if you venture into this, your dreams could be realized as well as you getting to meet different people with different backgrounds. So I just urge you guys to try your luck, take action in your ideas and see what comes out of it. Thanks to UCB and Kaji Foundation. D'un montant de 30 millions de francs CFA, ces fonds seront repartis entre les candidates âgées de 20 à 45 ans qui se seront démarquées de par leur dossier ou leur projet d'auto-entrepreneuriat. Bonne opportunité pour les femmes parce que déjà il n'est pas évident d'avoir des bourses ici au Cameroun pour faire des formations et surtout quand ces bourses sont spécialement faites pour nous les femmes. Là, ça montre vraiment qu'on donne la valeur aux femmes de faire tout ce qu'elles peuvent faire. Les femmes sont dans un domaine de l'énergie qui est un domaine porteur de demain, l'énergie renouvelable. C'est vraiment un grand plus pour nous les femmes de pouvoir faire cela et pouvoir montrer aux autres femmes que non, déjà avec UCB, avec cette opportunité que UCB, la Fondation Kaji nous donne, nous pouvons déjà être totalement pratiques. C'est le cas des énergies renouvelables et pourquoi pas demain être notre propre patron dans nos propres entreprises. Seuls les meilleurs seront sélectionnés, comme ce fut le cas à la première édition en 2017, édition au cours de laquelle une trentaine de jeunes Camerounaises ont bénéficié de cette magnifique opportunité offerte par la Fondation Fouatoula Kajide Fosso. Mon projet qui est celui de la pisciculture intégrée à la porciculture, aussi c'est l'État. Dans les appâts, là, nous avons deux appâts dans lesquels nous avons les géniteurs dans l'autre et les larves. Dans les camps, nous avons déjà mis une centaine d'éléphants. Je ne vais cesser d'exprimer ma gratitude vis-à-vis de la Fondation Kajide Fosso et UCB pour ce qu'ils ont fait pour moi. Certes, j'avais déjà ce rêve et un projet bien ficelé, mais grâce à UCB, j'ai pu réaliser. Ce que je peux donner, c'est de croire en ses rêves et de continuer à chercher les moyens et les opportunités pour pouvoir les réaliser. Les candidates seront sélectionnées sous la base de projets touchant des domaines innovateurs dans lesquels elles aimeraient entreprendre ou encore être formées, comme infirmières gérontologues, des secteurs porteurs à l'instar de la mécanique, la menuiserie métallique, le transit, l'hôtellerie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'élevage, l'agriculture, les énergies renouvelables et l'électricité. Pour faire partie de cette belle aventure, il suffit juste de constituer un CV et de se rendre sur le site de l'entreprise citoyenne UCB, www.sa-ucb.com, de remplir le formulaire et postuler. Avec la Fondation Fouatoula Kajide Fosso, chaque femme doit bâtir son autonomie. L'Union camerounaise de brasserie a également offert l'artiste nigérian Davido
en concert privé à Douala grâce à son produit, la K44. Reportage avec des images exclusives du show donné par cet artiste nigérian Davido durant son séjour au Cameroun. Dont la production porte les signatures de Sony Music et Icon Prod, l'artiste et musicien le plus doué de sa génération a joué les prolongations le dimanche 18 mars à l'occasion d'un showcase privé. Un moment de pur bonheur, marqué en première partie par la prestation remarquable et remarquée du phénomène Salatiel. L'artiste camerounais au top de tous les hits sur le plan national a séduit et conquis un public chaleureux à travers des mélodies envoûtantes. Et si ma famille te refuse, s'il te plaît, le jour du mariage, prête-moi ta famille. Je ne vais pas te laisser, non, 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 te laisser. Un récital qui bénéficiait toujours du soutien incontournable de la nouvelle star du premium au Cameroun, la K44. Une marque qui se positionne aujourd'hui plus que jamais comme l'alternative premium de luxe. Avec une contenance de 50 centilitres, 4,5% de taux d'alcool et un packaging très attractif, la K44 Vous l'avez suivi ce week-end, le Cameroun qui renoue avec la victoire lors d'un match amical. Les Lions indomptables ont battu leur adversaire, le Koweït, 3-1, un match qui a été suivi par nos services des sports. Et ce soir, l'émission 100% Foot va certainement analyser cette rencontre. Et il est déjà installé sur son plateau, Sylvestre Hippolyte Zangaou, bonsoir. Quel est le menu de 100% Foot et vos invités ce soir? Bonsoir Cédric, le menu, vous avez commencé par donner quelques indications. Donc nous revenons sur ce match amical disputé par le Cameroun, disputé et remporté par le Cameroun face au Koweït. C'était donc hier, 3-1, un doublé de Christian Bassogok après l'ouverture du score à la 11e minute par Vincent Bakar. Donc avec des techniciens de football, nous allons faire l'analyse de cette rentrée des classes pour l'équipe nationale de football du Cameroun après son élimination pour la phase finale de la Coupe du Monde. Les Camerounais qui, en principe, doivent déjà être en train de préparer la phase finale de la CAN 2019 qu'organise le pays. Donc on distribuera les bons et les mauvais points. Les choix d'Alexandre Bellinga, justement, qui a utilisé ses 3 gardiens de but qu'il a appelés pour cette rencontre. Nous parlerons également de ces résultats de la 10e journée du championnat Elite One. Belle victoire de l'Union sportive de Douala et surtout la première victoire de la saison de l'Aigle Royal de la Ménois. En 2e division également, nous allons revenir sur ce classico en images et un résumé de Aïe Cyril. Canon face au Tonnerre de Yaoundé, c'était dimanche. En Nord-Une, au stade militaire,
victoire du Canon de Yaoundé, 2-1 sur le rival sportif le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Et enfin, nous reviendrons aussi sur cette victoire de la Panthère Sportive du Ndé. Malgré la crise qui secoue ce club depuis le début de la saison, Panthère a battu Dynamo 4-1. Donc, deux techniciens de football, Anissé Mbargafoué, qui nous dira ce soir finalement, est-ce que son aventure avec Edding Sport de la Ligue qui se poursuit ou pas. On rappelle qu'il est le champion du Cameroun en titre avec Edding Sport de la Ligue, mais que depuis le début de la saison, il n'a disputé aucun match avec son club. Donc, on verra donc qu'est-ce qu'il en est ce soir. Clément Zico également, consultant Equinox Télévision, sera en plateau avec nous. Alors, le rendez-vous est pris pour 100% foot qui interviendra juste après cette édition du journal. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi le 20h. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.